Madame Caroline Elbaz, quelle joie de vous recevoir à Torah Box. Pour moi, c'est un grand plaisir, chère madame. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez nous apporter votre témoignage qui est très riche. Et pour le peu de personnes qui ne vous connaissent pas, on va faire une toute petite présentation. Avec plaisir. Vous allez me corriger si les détails ne sont pas tout à fait exacts. Bien sûr. Alors, vous êtes né en 1932. Oui. Vos parents sont en fait des immigrés d'origine turque qui sont arrivés à Paris, qui se sont installés. Vous naissez en fait dans une famille très heureuse. Vous avez une très belle enfance, entourée vous êtes 6 frères et sœurs, si c'est bien ça. Et maintenant, la guerre, 39, vient en fait, tombe et vient couper tout ça. Donc ce sont les décrets qui tombent. Vous voyez même, il y a le fameux Veldiv, vous voyez une petite amie qui est déportée avec sa maman, sous vos yeux. Vous, en fait, vous avez de la chance, votre nom laisse un petit peu, n'est-ce pas? Votre nom, votre Léon, en fait, vous laisse une petite marge de sécurité, mais vous êtes caché. Vous et, je crois, 4 frères et sœurs. Vous n'êtes pas tous. Une reste avec vos parents. Vous êtes 6 enfants. On était cachés à 5. Vous êtes cachés à 5. Vous êtes cachés chez une personne dans la banlieue parisienne, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas très bien. Pas du tout. Vous allez vous enfuir carrément. Vous êtes enfui. Et vous êtes retourné chez votre maman qui vous accueille avec. Mais qu'est-ce qu'ils sont revenus, hein? C'est comme. Oui, c'est un miracle. C'est un miracle. Elle se demandait pourquoi on était là. Après, de nouveau, bien sûr, la situation, elle est beaucoup trop dangereuse. De nouveau, et vous allez vous trouver dans une cave, caché dans une cave d'une famille arménienne. Mais pas tout de suite. Alors, je passe, après on reviendra peut-être dans les détails. En gros, hein, après, vous vous retrouvez dans une cave avec vos grands-parents. Et là, pendant plus d'1 an. Exact. Et plus d'1 an, et vous allez nous raconter un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une question que je voulais vous demander, la première question. Israël, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Ça veut dire, ça commence dans cette cave humide? Oui, ça commence dans cette cave parce que arrivé à la cave, j'avais quand même 10 ans parce qu'on a passé pas mal de choses avant d'aller dans cette cave. Et ma grand-mère, elle était tout le temps en train de me parler de la Palestine. On n'avait pas Israël à l'époque. Palestine. C'était la Palestine. Et comme elle voulait me consoler du chagrin que j'avais de rester toute seule. Toute la journée enfermée dans une cave. Toute la journée, jour et nuit, 24 heures sur 24 dans cette fameuse cave. Vous ne sortiez pas, rien? On ne pouvait pas sortir. Combien de temps ça a duré? Combien de temps vous étiez là-bas? Je vous dis franchement, mes grands-parents sont restés à peu près 1 an et demi dans cette cave. Mais moi, au bout de 6 mois à peu près, je commençais à dépérir. Et le monsieur qui nous a cachés dans cette cave, il a dit, mais... D'origine arménienne? Il était d'origine arménienne? D'origine arménienne, ouais. Ok. Il a dit, mais Madame Sévy, votre petite, elle va mourir. Moi, je ne veux pas d'un cadavre chez moi. Je ne veux pas d'un cadavre dans ma cave. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais tout pour essayer que cette gosse, elle vive, mais je ne peux rien faire. C'était quoi? Il vous apportait à manger? Il nous apportait à manger. Il nous apportait le ravitaillement. Et on a eu la chance que ce monsieur fabriquait de la pastourma. Je ne sais pas ce que vous savez de la pastourma. C'est comme un genre de bœuf fumé, qui vendait d'ailleurs, qui coupait en fines tranches, comme le saucisson, si vous voulez. Et dans cette cave, il avait un four, qui faisait tourner ce fameux bœuf pour faire ce fameux pastourma. Et grâce à ce petit four qu'il avait, ce petit feu, on pouvait lui faire des pommes de terre, on pouvait cuisiner en 2 mots. Et la fumée, ça gênait personne de voir la fumée, parce que ça faisait des années qu'il faisait ça. Et c'est comme ça qu'on a vécu et qu'on a pu boire et manger dans cette cave. On a vécu dans cette cave comme ça. Mais au bout d'un moment, moi je dépérissais parce qu'on avait un lit de 120. Il y avait mon grand-père et ma grand-mère qui dormaient dans ce fameux lit. Et moi je dormais à leurs pieds. Et j'étais toujours dans ce lit. Bon, dans la journée, ma grand-mère se levait, elle me dit « assieds-toi ». Vous aviez quel âge à l'époque, juste? La guerre, elle a commencé, j'avais 7 ans. 8 ans, 9 ans, j'avais... Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Enfermé, nuit et jour dans la cave? Nuit et jour dans la cave.
Et quand ce monsieur Dissidian a vu vraiment que j'étais en train de dépérir, j'arrivais plus à réagir et rien du tout. Amorphe, quoi, vous devez... Ah oui, j'étais mal. Il a dit, écoutez, si vous le permettez, cette gosse-là, je ne peux pas la laisser mourir ici. Vous allez me la donner, on va lui changer le nom et je vais la faire passer pour ma petite fille. Génial. Donc il m'a sorti de cette cave, il m'a pris par la main, il a commencé à me sortir un petit peu. Et au voisin, il dit, oh mais monsieur Dissidian, c'est quoi ce petit bout de sang là? Ah, il me dit, taisez-vous, elle est malade, j'étais maigre, tout, j'étais vraiment une horreur. Il prenait des risques. Il dit, c'est ma fille, elle a 12 enfants, je lui en ai pris une qui est malade, et je vais essayer de la remplumer un petit peu. Ah, c'est bien, monsieur Dissidian, si vous voulez, on va vous donner un coup de main pour la petite et tout ça. Il prenait des risques terribles, ce monsieur. Il prenait des risques. En vous. Il prenait des... Donc là, vous êtes caché avec vos grands-parents. Mais en fait, où sont les autres frères et sœurs et où sont vos parents? Voilà. En bref. Donc, en 2 mots, on a commencé par la fin. Parce que quand j'étais cachée chez mes grands-parents, c'était à 1 an de la fin de la guerre. Mais moi, j'ai vécu 3 ans de guerre avec mes frères et sœurs et ma mère avant cette cave. Avant cette cave. Avant cette cave. Où vous étiez? Où vous étiez, de droite à gauche? Nous étions tous à Voltaire, mes frères. Quand mon père est parti à la guerre, engagé volontaire, pour que nous soyons naturalisés français. Il a fait ça pour que vous receviez la nationalité française. D'accord. La nationalité française. Que vous avez reçue. Vous l'avez reçue, la nationalité française? Non. On l'a reçue bien après. Bien après la guerre. Mais, comme nous étions juifs, automatiquement, il fallait aller à la mairie pour aller chercher des étoiles. 3 étoiles par enfant. 3 étoiles par enfant? Oui. Ils nous en ont donné 3. Pourquoi? Parce qu'il fallait les coudre. D'accord. Et ils savaient bien qu'on n'allait pas coudre et des coudre et des coudre. Si on avait un gilet, un manteau, voilà. Sur 3 vêtements. 3 étoiles pour 3 vêtements pour principaux. 3 vêtements différents. Vous comprenez? Ok, très bien. Et pour vous, si vous permettez de parler d'une étoile, imaginez-vous qu'une fois, j'ai décousu une étoile d'un vêtement parce que j'avais une petite robe, c'était l'été. J'ai dit, je vais l'enlever de cette robe, je vais la mettre dans l'autre robe. Mais comme je n'avais pas envie de la coudre, j'ai mis une épingle. Une petite épingle là, mais j'avais l'étoile. Et en se promenant avec ma copine en question, les Allemands, ils nous voyaient de loin, ils disaient, hé, hey, toi la Youd, toi la Youd. Je dis, oui, la Youd, voilà, monsieur, l'étoile. Il me dit, mais toi, pas cousu. J'ai dit, excusez-moi, parce que j'ai changé de toilette. Ah, il m'a donné un aller-retour. Il m'a fait clac, clac. À une enfant de 10 ans. Pas toi coudre, toi pas épingler. Parce que épingler, tu peux l'enlever. Mais cousu, tu peux pas les... Je dis, excusez-moi, je vous promets que maintenant, quand je le sortirai, je vais la coudre. Une enfant de 10 ans. Un exemple parmi tant d'autres qui nous est arrivé, c'est un petit exemple. Donc ma mère était toujours en train de nous coudre quand elle avait le linge, elle était obligée d'enlever l'étoile pour laver le linge et le remettre et ainsi de suite. Il fallait absolument les coudre. Ça, c'est des petites aventures de... Et comme mon père était engagé volontaire, on a une assistante sociale qui est venue voir ma mère. Elle a dit, Madame Léon, vous avez 6 enfants. Votre mari est engagé volontaire, on va essayer de vous aider. On va vous donner des habits, on va vous donner un peu de nourriture, un peu de le lait, on va vous livrer le lait et tout. Alors, ma mère était très contente. Donc ça nous aidait énormément. Donc on était tous les 6 chez ma mère. Et voici que la rafle du Veldiv arrive. Vous êtes au courant de la rafle du Veldiv? Vous savez comment ça s'est passé? Racontez-nous, racontez-nous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rafle du Veldiv, c'est que les Allemands, ils avaient tous décidé de ce jour-là, ils avaient décidé 14 juillet, d'embarquer tous les Juifs du 11e arrondissement où on habitait. Pas que du 11e, de partout. Mais pour nous, c'était le 11e. Le 14 juillet, ils avaient choisi leur date. Ils avaient choisi le 14 juillet. Mais les Français, ils ont dit, vous savez, messieurs les Allemands, 14 juillet, c'est peut-être pas le bon jour, parce que c'est quand même une fête nationale, c'est pas tellement bien. Vous inquiétez pas, remettez ça le 16 ou le 17, mais vous inquiétez pas, on va s'arranger à ramasser tous les Juifs. Tous les Juifs, on les ramassera, vous inquiétez pas. On me dit, bon, on n'est pas une journée près, le principal, c'est qu'on les ramasse tous. On a eu Mazal Hachem. Hachem, il était avec nous, madame, sachez-le, qu'il a toujours été avec nous. L'assistante sociale, elle est venue voir ma mère.
le 14 juillet. Elle dit, Madame Léon, il va y avoir quelque chose de très grave. Elle était déjà au courant de la rave du Veldiv, mais nous, on ne savait pas ce que c'était que la rave du Veldiv. Elle a dit, si vous voulez, j'ai trouvé une nourrice qui peut garder 5 de vos enfants, mais à la condition de les baptiser et de les faire passer pour orphelins. Mais si vous sauvez mes enfants, faites-les passer pour ce que vous voulez. Nous, on est là, grâce à Dieu, on est vivants. Mais si ça peut les sauver, baptisez-les. Alors, c'est resté comme ça. Et vous avez dû passer ça Ils ont baptisé. Voilà, on a été baptisés tous les 5. Sauf, alors, il dit 5 sur 6. Alors, il dit, bon, ben, la grande, je vais la garder avec moi. Donc, elle est venue nous chercher le 14 juillet. Et la rave du Veldiv a eu lieu le 16 juillet, le lendemain. Votre papa, là, il est à la guerre. Il n'est pas là. Il est parti. Il n'y a que votre maman qui est restée seule avec ma sœur. La nourrice, elle nous a enlevé les étoiles. Elle nous a pris par la main et elle nous a emmenés chez cette nourrice. Je vous y raconte l'histoire de la nourrice. Très bien, si vous pouvez vraiment... Donc, je me souviens que vous nous aviez raconté qu'en fait, l'accueil était merveilleux. L'accueil est merveilleux, mais qu'une fois que la porte est fermée, et que l'assistante sociale, qui était une femme exceptionnelle, elle ferme la porte, alors c'est la catastrophe. Racontez-nous un petit peu ce passage-là. C'est là. C'est-à-dire qu'elle avait mis des chocolats, des bonbons sur la table, des gâteaux. La personne qui devait vous accueillir. Voilà. Et l'assistante sociale, elle a dit, voyez, regardez, ces gens-là, ils ont l'air très gentils. Elle recevait de l'argent, la dame qui vous recevait? Ça veut dire que c'était contrat. Ah oui, elle avait de l'argent de l'assistante sociale. Pour 5 enfants, elle avait pas mal d'argent. Et ce sont un couple qui n'avait pas d'enfants. Ils ne savaient pas ce que c'était que l'amour d'un enfant. Et ce qui nous a choqués, en 2 reprises, mais très fort, qui m'est resté toute ma vie, regardez, j'ai 90 ans, et c'est comme si c'était aujourd'hui, ce qui m'est arrivé. À ce moment-là, quand l'assistante sociale elle est partie, elle a dit, mes enfants, restez gentils avec cette dame-là, tout ira bien, tout ira bien. À peine l'assistante était partie, on n'avait même pas eu le temps de manger les bonbons et les gâteaux qui étaient sur la table. Elle a dit, allez, les petits juifs, descendez dans la cour. Les petits juifs, déjà, ça nous avait choqués. Il ne fallait pas parler de juifs. Alors mon frère lui dit, mais madame, il pleut. Il pleut. Eh bien, vous voyez en bas, quand vous descendez les 3 marches, il y a une cage à poules. Eh bien, vous rentrez dans la cage à poules quand il pleut. Alors nous on dit, oh là là, elle n'est pas gentille la dame, on va rester chez cette dame-là, elle nous met déjà dehors. Elle ne voulait pas qu'on salisse la maison, vous comprenez? Vous étiez censé dormir dans la cage à poules? Vous deviez dormir là-bas? Non, c'était juste parce qu'elle nous a mis dehors. Une fois que c'était l'heure du repas, elle a pris la clochette, dit, allez, montez, mangez. Alors pour manger, il fallait mettre les coudes sur la table, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas rire, enfin c'était la galère, Elle donnait convenablement à manger? Oui, pour manger, on mangeait, pour ça, oui. Le fameux dimanche où on était décidé à s'évader, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite. Il fallait réfléchir comment faire, aller à l'église, voir l'autobus, on pouvait aller à droite, à gauche. Et en plus, on n'avait pas d'argent. Comment faire? Mais mon frère, il a dit, allez, on va se débrouiller. Il va voir la nourrice, il a dit, vous savez madame, monsieur le curé, dimanche, à la messe de dimanche, il veut nous voir tous les 5. Même le petit? Oui. Ah, bah prenez-le, quel bon débarras, prenez-le. Ah ben tiens, Charles, en même temps, je vais te donner une petite pièce, au retour de l'église, tu ramèneras du pain. Oh, mais c'était un miracle, des sous dans la main, le jour de notre évasion. Incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il a pris les sous. Et en plus, mon frère, à l'église, puisque ça faisait 1 an qu'on était presque là-bas, il était enfant de cœur. Vous savez ce que c'est un enfant de cœur? C'est lui qui fait le service, enfant de cœur. Qui fait le service. Et il faisait, je ne sais pas comment on dit en français, la tzedaka. D'accord. Le tronc, il y a le tronc. Il avait une espèce de petit tronc, si vous voulez, et il passait. Et chacun met ça à la pièce. Voilà. Et de temps en temps, il mettait une petite pièce dans la poche. Et c'est comme ça qu'on avait un petit peu d'argent pour pouvoir partir. La messe est terminée, mais nous, on tremblait comme ça. J'imagine. On a dit, comment on va faire pour partir? Si la nourrice réfléchit, qu'elle a envie de revenir nous chercher, vous êtes cuit. Comment on va pas faire le jour de notre évasion? Mon frère, il a dit, on va se sauver. Et on avait la chance que l'église, elle était là.
Et l'arrêt d'autobus pour aller au château de Vincennes n'était pas loin. Pas loin. Il dit, je vous préviens, on monte dans l'autobus, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous montez. En français qu'on attendait avec impatience. Et on monte dans l'autobus. La messe est terminée, il avait piqué quelques petites pièces, il avait la pièce de la nourrice, il était tranquille. Mais pas assez pour pouvoir faire le voyage, bien sûr. Quelle responsabilité, tous ces petits frères et sœurs. On monte dans ce fameux autobus. Je ne sais pas, vous n'avez pas connu. C'était des autobus où on faisait ding. Tout le monde était là et ils tiraient la sonnette pour démarrer. Et on attendait, on faisait le compte. Les secondes que la sonnette. C'est une éternité, hein, chaque seconde. C'est une éternité jusqu'à ce et qui démarre. Hein. Ouais. Ça y est, il a démarré. Il a démarré. On s'est mis tous sur le même banc là. Ouais, incroyable. Et le contrôleur qui passe. Les sous. Alors mon frère, il donnait tout ce qu'il avait comme argent. Il dit, mais vous êtes 5. D'abord, où ils sont vos parents? Alors mon frère, il dit, mais nos parents nous attendent au château de Vincennes. Ah bon? Mais vous n'avez pas assez de sous pour les 5. Ben, dis non, on s'excuse, monsieur, bon, on les a perdus. Mais c'est pas grave. Descendez-nous à la station où il y aura assez d'argent. Mais comme Hachem, il était avec nous. Il y a un monsieur qui se lève de derrière. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez après ces enfants? Pourquoi vous criez après eux comme ça? Il dit, mais je ne crie pas après eux, vous ne vous rendez pas compte, ils sont 5 tout seuls dans l'autobus, et ils n'ont pas assez d'argent, je ne sais même pas quoi faire avec eux, comment faire. Je dis, mais combien il leur manque comme argent? Qu'est-ce qu'il leur manque? Ben, il leur manque quelques centimes, ça c'était des centimes à l'époque. Okay. Quelques centimes, voilà, je les donne, les centimes. Laissez-les descendre où ils doivent descendre. Il a gagné son Olamaba, hein, ce monsieur. Il est bien. Alors mon frère, il se lève, il enlève sa casquette. Il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et votre adresse? Après la guerre, vous me donnez votre adresse, on vous enverra l'argent. Il me dit, mais laisse la guerre, t'occupe pas. Descendez où vous devez descendre. Et on est descendu à la station Château de Vincennes. Mais du Château de Vincennes à Voltaire, il fallait prendre le métro. Là, il n'y avait plus de sous. Plus de sous. Et du métro au Château de Vincennes à Voltaire, il y avait 4-5 stations à pied. On les a fait à pied. Vous avez fait à pied. On arrive chez ma mère. Elle a dû être dans ma mère, on tape à la porte. Et à l'époque, vous savez, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de douche, on n'avait pas. Et on tape à la porte et ma mère dit entrez. Et ma mère, elle avait les pieds dans une cuvette d'eau. Elle savait les pieds dans la cuvette d'eau. Mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, mes enfants? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé. Madame, je vous raconte, j'ai enlevé les pieds de l'eau de ma mère. J'ai embrassé les pieds de ma mère. Maman, ne nous renvoie plus chez la nourrice. On veut rester avec toi, maman. On veut rester avec toi, maman. Elle me dit, mais mes enfants, ça va être très dur. C'est le moment de la déportation. On va être déportés. Mais maman, on va être déportés avec toi. On ne veut pas rester sans toi. Bon, on ne savait pas ce que c'était la déportation. On savait pas. Bien sûr. C'est pour vous dire qu'on s'est mis à embrasser les pieds de ma mère pour pas qu'elle nous fasse repartir chez la nourrice. Mais ma mère, elle était très inquiète. Très inquiète. C'était un dimanche. Le dimanche, la mère était fermée. Elle nous a gardés, bien sûr. Le lundi matin, la première des choses, elle a été voir l'assistante sociale. La fameuse, la sympa, la gentille. Ouais. Elle a dit, écoutez, madame, je suis désolée, mais mes enfants, ils se sont sauvés. Oh, c'est pas possible, madame Léon. Maintenant, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Les décrets, les rafles, de pire en pire. Tous les jours, ils amènent et puis ils font du mal aux Juifs. Ils font du mal aux Juifs. Comment je vais faire? Ben, dit, bon, ben, écoutez, madame, il n'y a pas 36 solutions. On va les renvoyer chez d'autres nourrices, je vais m'en occuper. Mais on va les séparer. C'est-à-dire, chaque gosse chez une nourrice différente. Donc, ils n'auront plus la force de se réunir pour se sauver comme ils l'ont fait là. Je suis tombée sur une nourrice extraordinaire. Extraordinaire. Elle nous a mis avec ma sœur. Ah, vous étiez deux. Vous étiez deux. Ginette. Oui. On a passé 2-3 mois, parce qu'à l'époque, il y avait des mois de vacances. C'était le moment des vacances. La dame, elle ne savait pas qu'on était juifs. Elle croyait qu'on sortait de l'école. Alors, comment en tant que quoi elle vous recevait, cette dame? En tant qu'enfant qui avait besoin de vacances et que ces gens-là de la campagne, ils prenaient des petits-enfants vacanciers. Elle nous amenait à la messe.
Mais elle nous prenait pour des catholiques. Ah, elle vous prenait pour des Ah, le catholiques. dimanche, On lui a pas dit, on lui a pas dit. Elle ne savait pas que Non, vous elle savait étiez pas qu'on juif. était juif. D'accord. Elle savait pas qu'on était Ok. juif. Elle savait pas qu'on Ouais, était c'est plus prudent. C'était bien sûr plus prudent. C'était plus prudent. C'était plus prudent. Et puis ma mère, elle savait pas où elle était. Parce qu'ils avaient peur que les mamans viennent voir les enfants. Donc c'était Et qu'elles complètement nous vendent. anonyme. Ouais, très Et bien. qu'elles nous vendent. Qu'est-ce Vous que vous comprenez? dites? Alors l'assistante sociale n'a jamais dit à ma mère où on était. Qu'est-ce que vous dites? Elle venait nous chercher et elle nous ramenait. Donc on a été alors, on a chez dit- ces gentils Loris. Très bien. Ça a duré que 2 mois et demi. On est tous revenus chez ma mère. Donc D'accord. on a repris la vie chez ma mère, mais pas aller au square, pas aller au cinéma, pas aller ici, fallait qu'on reste. Et dehors, en fait, c'est l'enfer. Dehors, c'est les déportations. C'était l'enfer. Et en plus, on n'avait pas le droit de faire les courses. Les courses, c'était avec le tampon juif sur la carte d'identité. Si on voulait aller faire les courses, il dit donnez-moi votre carte, par carte d'identité, sur les tickets. On avait des tickets. Ah, les juifs, non, c'est à 11h, faites la queue, c'est à 11h, c'est à 11h. Ils ne nous servaient pas avant. On avait tous le tampon juif. Surtout, on avait juif. Juif sur les habits, juif sur les cartes, juif partout, juif partout. Et les déportations autour de vous, Tout le temps, les déportations. Et je voudrais vous raconter les déportations. J'avais une copine, on était toujours dans la cour avec elle. La déportation de Sophie. Sophie. Elle s'appelait Sophie. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. On était dans la cour et d'un seul coup, les Allemands, ils arrivent avec les Français. Toujours les Allemands avec les Français. Hein. Parce que nous, ils parlaient allemand, mais on ne comprenait rien. Ils parlaient un français Ensemble. pour le traduire. Les Français, les traducteurs. Waouh, waouh, waouh. Alors ils arrivent et disent Madame Schwartz, Madame Schwartz. Alors Madame Schwartz, elle arrive et dit oui, c'est moi, monsieur, vous voulez quoi? Il me dit venez avec nous, on a des questions à vous poser. Mais entre-temps, son mari sort de chez lui, il dit pourquoi vous voulez Madame Schwartz? Si vous avez des questions à lui poser, prenez-moi moi, mais pas Madame Schwartz. Moi, je vous réponds. Non, 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 on a dit Madame Schwartz, Madame Schwartz. Mais entre-temps, j'avais ma copine, Sophie, on jouait dans la cour. Elle voit que les Allemands, ils s'approchent de sa mère. Qu'est-ce qu'elle va? Elle va vers sa mère. Elle prend la jupe à sa mère et elle ne la lâche pas. Alors les Allemands, ils ont dit, bon, allez, embarquez, embarquez. Alors la petite, elle ne voulait pas lâcher sa mère. Les Allemands, ils disent, non, pas la petite. Et la petite, elle ne lâchait pas sa mère. Au bout d'un moment, alors moi, qui étais à côté de Sophie, je dis, Sophie, Sophie, je t'en prie, reste avec moi, ta maman doit revenir. Sophie, reste avec moi. Dis non, je veux rester avec ma maman, je veux aller avec ma maman. Mais au bout d'un moment, l'Allemand, il en avait marre, il me dit, allez embarquer. Et la mère et la fille. Et c'est là qu'ils ont embarqué Sophie avec. Et j'ai jamais revu Sophie. Ils sont partis. Et le lendemain matin, ils sont venus chercher Bertha, sa sœur, avec son mari. Toute la famille a été déportée. Toute la famille était partie. Et là, on a eu peur. Là, on a eu peur. On a eu très peur parce que c'est là que j'ai vraiment vu la première déportation. Devant vous, votre amie, votre petite copine. Elle est partie. Incroyable. Et puis, la déportation commençait à venir, vous comprenez? Mais nous, on était tous les 6. On était revenus de chez les nourrices. D'accord. Vous étiez tous les 6 chez votre maman. Chez ma maman. D'accord. Et un jour, j'ai une de mes sœurs qui était plus âgée que moi. Elle avait une chevelure magnifique, magnifique. Et les Juifs, fallait qu'on rentre à 8h pile à la maison. Il fallait pas un Juif avec une étoile dehors. Et ma sœur, elle avait des copines, des camarades. 8h, elle était encore dehors. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à courir quand elle a vu l'heure. Elle s'est oubliée. Les hommes, stop! Il a arrêté ma sœur. Il dit, toi, Youd? Oui, oui, monsieur, moi, Youd, voilà mon étoile, voilà. Parce que de temps en temps, on essayait de la cacher un peu, vous voyez. Dis non, non, voilà, moi, Youd, moi, j'ai bien mon étoile, bien. Ah, il la prend par les cheveux comme ça, il la soulève. Par les cheveux. Par les cheveux, il la soulève par les cheveux. Il lui dit, il est 8h passé et tu es encore dans la rue? Tu es juif. Les juifs ne doivent pas dépasser 8h. Je vais te les couper, les cheveux. Elle a dit, je vous en prie, monsieur, je n'ai pas fait attention dehors, j'ai pas de monde, je ne savais pas l'heure qu'il était. Il a dit, bon, je te lâche, mais attention que la prochaine fois, 8h, tu dois être chez toi, mais pas dans la rue. Tous les Youds, les Youpins, tous, Youd, Youpins, juifs, c'était les mots qu'on entendait partout. Ce qui s'est passé à 70 ans, c'est comme si c'était aujourd'hui. Bien sûr. Mais j'arrive pas. Mon fils lui dit, mais maman, arrête, mais j'arrive pas. Non.
Mais au lieu de me calmer, c'est pire en pire. C'est pire en pire. Je croyais, je dis, je vais oublier. Avec le temps, vous pensiez que ça allait... Oui, s'atténuer. Que ça allait s'atténuer, mais pas du tout. Plus je vieillis, plus je pense qu'à ça. Quand vous, en tant que petite fille, vous viviez tous ces moments dramatiques, comment vous aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que j'ai mal, bien sûr. Ça remonte, mais à l'époque, comment vous viviez ça? Avec terreur ou bien avec l'insouciance d'une enfant? Oui, non, on ne se rendait pas compte. On ne se rendait pas compte, c'est ça. C'est après que les choses... Moi, je me suis rendu compte le jour où ils ont embarqué Sophie. Ah, c'est ça. Vous comprenez? Tant qu'on a dit on embarque. Tant qu'on voyait rien, on voyait rien. C'est ça. Mais du moment qu'on voyait qu'ils arrivaient, qu'ils allaient dans les appartements. Vous savez ce qui s'est passé dans l'immeuble où j'étais? On n'était que des juifs. D'accord. Un Français par hasard. D'accord. Et les Allemands, ils arrivent avec des camions. Les Schwarz, les Singer, tous les noms des juifs, tout le monde, les juifs, tous vos voisins, quoi. Tout l'immeuble, c'est pas les voisins, tout l'immeuble a été appelé. Alors ma mère, elle a dit, on va y aller aussi. On va y aller aussi. Alors elle avait pris, parce que mon père c'était un forain, il vendait du linge. Elle avait pris des torchons. Dans les torchons, elle avait mis un bout de pain. Elle avait mis, je sais pas ce qu'elle avait mis. Et elle avait pris le torchon, elle l'a attaché, vous savez, les quatre coins. Très bien. Et elle a dit, vous allez le prendre sur le dos, vous allez au moins avoir ça sur le dos. Et tout était prêt. Pour les 6, on était encore tous les 6 avec ma mère. Et ils ont pris tous, sauf les Léons. Qu'est-ce que vous dites? Tous les noms juifs, Schwarz, Singer, Toledo, Moledo, tous. Les Léons, ils n'ont pas pris. Incroyable. Un miracle. Ça a été un miracle. C'est pour ça que je dis qu'Hachem était toujours sous nous. Vous savez, des gens sont revenus de tous vos voisins? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez pas. Malheureusement. Le fameux soir où ils sont venus déporter mon grand-père et ma grand-mère, celui qui couchait chez mes parents, mes grands-parents, c'était moi. Les Allemands arrivent, tac, tac, la porte. La grand-mère, elle se lève vite fait, elle me met la main dans la bouche. J'avais peur, je voulais pleurer, je voulais crier. Elle m'a mis la main dans la bouche, ne crie pas, ne parle pas. Et tac, 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 on n'a pas répondu. Et... Vous vous rappelez des coups? Vous vous rappelez de cette... Vous vous rappelez? Ah, vous vous rappelez? Deux choses que je ne supporte plus, c'est les coups et le noir. Le noir, c'est la cave. Et les coups, c'est cette porte en question. Ma grand-mère m'a poussé la bouche, que je n'ai pas pu crier. Et la gardienne, elle est montée avec les Allemands. Alors elle dit, non, écoutez, messieurs, ne cassez pas la porte. Ils ne sont pas là. Je dis, mais comment je les ai vus partir. Ils ne sont pas là. Ne cassez pas la porte. Attendez, je vais descendre. Je vais voir si je trouve un passe-partout pour ouvrir la porte. Et puis, comme ils étaient un petit peu net, elle a dit, bon, il est 3 h du matin, bon, c'est pas grave, alors on reviendra demain avec les scellés. Vous savez ce que c'est, les scellés? Oui, bien sûr. On vous scelle la porte. Voilà. Ils ont mis les scellés? Ah oui, attendez. Alors, ils sont partis, ils ont dit, demain matin, on viendra mettre les scellés. Ah, demain matin. Demain matin. Ah, ok. Quand on a entendu qu'ils sont partis, les Allemands, ma grand-mère m'a enlevé la bouche, elle dit, ne pleure pas, ne crie pas. Viens, on va chez maman. Comme elle était à côté, ma mère, dans le même couloir, tel qu'on était, on a pris, on était dans le même couloir. Regina, ouvre la porte. Ils sont venus nous chercher, Alors elle dit, demain matin, ils vont venir nous mettre les scellés. Alors elle dit, maman, ma mère, elle dit à sa mère, prends des affaires, prends du linge, ils vont venir les sceller et après tu peux plus rentrer dans ta maison. Absolument. Elle a pris ce qu'elle a pu, elle l'a mis là-bas, et comme ça. Et ils sont revenus le lendemain? Ils sont revenus. Ils sont revenus, les Allemands sont venus et ont mis les scellés sur la porte. On était encore là-bas. Vous étiez ma mère, ma grand-mère, en fait tous, on était chez ma mère. On a entendu. Vous avez entendu les bottes. Et les Allemands, ils ont mis le scellé, donc on ne pouvait plus mettre les pieds chez ma grand-mère. Ma mère, elle a été voir sa cousine qui était mariée avec un Arménien. Elle a dit, je t'en prie, ton mari, c'est un bon monsieur, il sauve les gens de Drancy. Regarde ce qu'il peut faire pour mon père et ma mère, je t'en supplie. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour ton père et ta mère? Bien attends, j'ai mon père qui a une villa à Brunois.
je vais voir avec lui s'il peut les cacher. Il va voir son père, il dit, papa, il y a ma cousine qui a, tu peux cacher 2 personnes. D'accord. Il dit, moi je peux pas, moi j'ai du vin et du bière dans ma villa, je peux pas les cacher. J'ai une cave, s'ils veulent, je les mets dans la, je leur mets un sommier et un matelas dans la cave, et ils resteront dans la cave. Alors, cave, pas cave, c'était mieux que de venir me déporter, parce qu'ils seraient revenus les chercher. Hein. Mais mes parents, mes grands-parents, ils parlaient pas français, ils parlaient qu'espagnol. Alors ils ont dit, comment ils vont parler avec ce monsieur pour demander à boire, pour demander à manger, pour demander... Il dit, écoute, Caroline, elle parle espagnol, on va lui donner Caroline. Et ils m'ont donné... Donc c'est vous, c'est vous qui êtes parti avec vos grands-parents. On est parti avec mes grands-parents chez ce fameux étudiant. Il me dit, mais c'est prévu 2 personnes, mais pas 3 personnes. Je ne vous inquiétez pas. Je me dis, mais j'ai pas où les accoucher, cette petite, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, non, non, vous inquiétez pas. Vous nous avez mis un semi-matelas, elle va se coucher à nos pieds. Et j'ai couché pendant 1 an au pied de mon grand-père et de ma grand-mère. Dans cette cave de ce monsieur arménien qui... Ce monsieur arménien qui nous a cachés. Et grâce à ce monsieur, on a été sauvés, parce qu'il avait un feu qui faisait je ne sais pas quoi. Donc il avait les flammes. Les gens, ils voyaient toujours les flammes pour qu'on cuisine nous. Ils ne se rendaient pas compte que c'était nous. Il nous a cachés carrément dans sa cave pendant 1 an. Mais au bout de 6 mois, moi je commençais à dépérir. Et c'est là qu'il m'a sorti. Et c'est là qu'il m'a... Donc on revient à ce que vous nous racontiez au début, et c'est là qu'il vous a scolarisé, il vous a rescolarisé. Il vous a pris pour sa petite fille. La scolarisation était chez des bonnes sœurs. Il me dit, mais monsieur Dissidian, votre petite fille, c'est l'âge qu'elle fasse sa communion. La communion. Mais comme je savais toutes les prières, je vous salue Marie, et notre Père, et enfin toutes les prières, je les savais. Alors, il me fallait un parrain. Il a pris son meilleur copain, mon monsieur Dissidian, pour être le parrain de ma communion. Et j'ai fait ma communion. J'ai été baptisée, j'ai fait la communion. Mais plus juif que moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Plus sioniste que moi, il n'y a pas. Plus celle qui aime Israël, il n'y a pas. Et pourquoi je vous dis j'ai eu une très belle enfance avant la guerre? Parce qu'avant la guerre, on était dans une maison, c'était pas un taudis, mais c'était des vieux trucs. On avait une cour. Ma mère, mes tantes, elles mettaient une table dehors, et les hommes, quand ils revenaient du travail, ils jouaient au poker, ils jouaient au rami. Aïe Regina, Cafiko, Rachel, qu'est-ce que t'as fait à manger aujourd'hui? Eh ben on monte manger chez toi. Tout ça en espagnol, je dis en français, mais monter en espagnol. C'était une cour comme ça où tous ces émigrés se retrouveient. C'est merveilleux. Et nous, les enfants, on était dans la cour. C'est ce que je dis souvent aux enfants. Très convivial. Vous savez, j'étais dans une maison, on ne peut pas dire un taudis, dans une vieille maison. Mais c'est l'endroit là où on était les plus heureux. Les plus heureux. Je me rappelle mon oncle qui est arrivé. Regina, qu'est-ce que tu as comer? Ay, borrequita! Bon, attends, je vais les descendre. Alors, elle descendait son plateau de borreca. Elle mettait dans une tente qui avait une table dans la cour. On était tous mangés. C'était merveilleux, chose qu'on ne fait plus ça. Tout ça, c'est l'avant-guerre, n'est-ce pas? Tout ça, c'est les années d'avant-guerre. Après la guerre, c'était léger. Puis un jour, j'étais dans le jardin, toute seule, et j'entends des bruits qui n'étaient pas normaux. Et je me mets devant la grille de la porte, et je vois les gens qui courent. Qu'est-ce qui se passe? Et on n'était pas loin de la route nationale. Et je vois de loin des camions, de voitures qui ne sont pas normales que d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Puisque j'étais libre de sortir, je sors. Et je vais à la route nationale. Qu'est-ce que je vois à la route nationale? Je vois des tanks des Américains. Je m'approche d'un tank. Un Américain me prend dans les bras et il me monte dans le tank. Je lui dis, la guerre finie, Youd, vous n'avez pas mon étoile, mais je vous ai compris, Youd, fini, Youd, fini la guerre. Alors qu'est-ce que je fais? Alors l'Américain, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un chewing-gum dans la main. Je prends mon chewing-gum, il me reprend dans les bras, il me redescend. Qu'est-ce que je fais? Je cours chez mes grands-parents, j'ouvre la porte de la cave, mais pas doucement, j'ouvre la porte de la cave. En fracas, quoi. En fracas. Grand-mère, c'est fini la guerre. Je rentre, pourquoi tu cries comme ça? Elle me ferme la porte derrière moi. Je dis non, grand-mère, les Américains, ils sont là. Kalika, elle m'appelait Kalika en espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête.
tu es devenue folle. Mais non, grand-mère, je suis pas... Regarde, regarde, j'ai un chewing-gum. Un chewing-gum dans la main, les Américains, ils sont là. Merveilleux. Elle n'a pas voulu me Elle n'a pas croire. voulu me croire. 10 minutes après, monsieur de 6 ans, il ouvre la porte, il dit « Allez, monsieur, madame, Séville, dehors ». Je dis « Monsieur, vous nous mettez dehors ?» Il dit « Oui, oui, je vous mets dehors. Parce que ça y est, les Américains, ils sont là. Vous pouvez monter, Vous pouvez respirer. Venez, je vais vous faire un bon café. » C'est merveilleux. Et c'est C'était comme ça la fin de la guerre. Aujourd'hui, vous êtes tous là en Israël, Tous. bien Inara, avec vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Les arrière-petits-enfants. Ouais. Et aujourd'hui, madame, j'ai 5 enfants, que Dieu me les garde. 17 petits-enfants Bien Inara. et 52 arrières. Bien Inara. C'est la chose la plus merveilleuse que Dieu m'a donnée, Bien Inara. les arrières. Et sur les arrières, les enfants ou les petits-enfants, tous très religieux. Plus religieux que moi. Je dis pas que je suis Vous êtes religieuse. contente? Vous êtes J'ose contente? pas. Vous êtes, c'est un acte. Contente. Vous êtes, Je suis fière. vous êtes fière. Fière. Ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires. Elle les inventait peut-être, ou elle les avait, je n'en sais rien. Mais quand elle me mettait dans le lit, qu'elle venait, Aïde Hanoum, Aïde, habla con el Dieu. C'est-à-dire, Elle me traduisez. disait en espagnol. Ouais, ouais. Traduisez en français. Nochada buena, Señor del mundo. Amen. Tous les soirs. Ade, Kalika. Oui, grand-mère, je fais ma prière. Nochada buena, Señor del mundo. Amen. Elle remerciait Dieu. Elle remerciait Elle Dieu. remerciait Dieu. Tout le jour, elle remerciait Dieu. Donc dans cette cave, vous étiez vraiment Dans cette cave. avec votre grand-mère qui en fait chaque instant elle remerciait Dieu Et voilà. d'être Mais d'être en vie. vous savez ce qui se passait dans cette cave, chère madame? Parce que quand je vais dans les écoles, je leur dis j'étais dans la cave. Comment vous faisiez pour vous laver? Comment vous faisiez pour aller aux toilettes? Comment vous faisiez? Vous savez, il y a beaucoup de choses Bien qui sûr. étaient en dehors de cette cave, qu'il fallait avoir la force de le faire pour faire pipi. Il fallait bien faire pipi dans la vie, il faut faire pipi. Il n'y avait pas de toilette dans la cave. Pas de toilette. Alors mon grand-père, il a pris comme un manche de balai, un grand bâton, qu'il a mis dans un angle de cette cave. Ma grand-mère, elle avait ramené des rideaux, elle a mis un rideau. Ok. C'est un petit faisait coin, pipi. Il nous avait donné un seau derrière le rideau. Vous savez, ça a été une chose très dure. bien sûr, Très dure pour mes grands-parents. bien sûr. Pour moi, peut-être moins parce que j'étais petite fille. Petite fille. Mais c'était très dur. Très dur. Et pour se laver, ma grand-mère, elle avait un truc qu'elle faisait chez elle, parce qu'on n'avait pas la douche non plus chez nous. Elle avait une cuvette, et chez nous, à l'époque, maintenant, je ne trouve plus de l'eau de Cologne comme elle avait, ma grand-mère. Elle avait des litres d'eau de Cologne, elle mettait la cuvette, et à chaque fois qu'elle faisait sa toilette, elle mettait une goutte d'eau de Cologne dans l'eau, Dans l'eau. et elle se lavait, et elle me lavait. Et dans cette cave, le monsieur nous avait donné une cuvette, bien sûr, on avait tout ce qu'il fallait, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, j'ose me plaindre d'avoir été dans cette cave, que je mangeais, je dormais, j'étais au pied de mon grand-père et ma grand-mère. Je ne savais pas ce qui est arrivé aux enfants de Bien sûr. déportés. Bien sûr. Mais maintenant, je ne fais que lire, que de voir des images, de savoir ce qui s'est passé. À quoi vous avez échappé? J'ai À quoi vous avez presque- échappé? À quoi j'ai échappé? J'ai presque honte de raconter mon histoire, qui est dure pour moi, Bien sûr. mais qui est banale Qui est pour banale. ceux qui ont été déportés, pour des enfants qu'on a brûlés, pour des enfants qui ont souffert. Vous comprenez? Ouais, J'ai presque complètement. honte. Mais il faut que je parle. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Ici en Israël, Oui. il y a quelque chose qui vous fait très mal et que vous voudriez aussi en parler. Il y a ici en Israël malheureusement des marques d'intolérance devant Oui, devant bien sûr, un bien public. sûr. Il y a une désinformation et il y a beaucoup de choses qui vous avez toute votre descendance qui sont pratiquants et il y a malheureusement une désinformation et des marques qui sont vraiment très douloureuses pour vous. Très douloureuse pour Alors, moi. Oui, je vais vous dire pourquoi très douloureuse pour moi. Parce que je ne pourrais pas dire le pourcentage, mais j'ai beaucoup de très religieux. Dans votre famille, vos petits-enfants, vos petits-enfants. Petits-enfants. D'accord. Petits-enfants. Très religieux. Très religieux. Ok. Mais vous savez, le bonheur et la joie de voir, avec leurs petites bouclettes, avec leurs petites Si. Ça vous remplit de bonheur en fait, ça vous remplit de bonheur. Vous savez comment je suis heureuse, madame, vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi De les voir. Pourquoi Madame Parce Elbaz? que Pourquoi le respect qu'ils ont d'abord de nous voir, leur regard
le regard vrai, pas un regard faux. Quand il nous regarde, on sent qu'il dit « Mamie, je t'aime », sans le dire. Alors dites-moi sur le corona, qu'est-ce que vous pensez? Arrivé au corona, j'ai eu le bonheur, le jour de mon anniversaire, 22 janvier, d'accord, mon fils, on a inauguré mon livre. On a inauguré mon livre. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute chérie, maintenant le livre il est là, ça s'est bien passé, je vais le faire à mes enfants. J'ai dit, maintenant, on est vieux, il faut commencer à vivre, on a marié les enfants, tout le monde est bien, tout le monde est casé. Allez, on va aller en croisière, on va faire ci, on va faire ça. On va kiffer un peu. On va commencer à kiffer. Okay. On a les moyens, on va faire ça et ça. Oh, on dit d'accord, pourquoi pas. Le corona qui arrive. Tout est bloqué. Le Covid, il arrive. Plus de ceci, plus de sortie, plus voir les enfants, plus voir les petits-enfants. La chose la plus terrible, c'était ça pour nous. Et tous les Shabbats, j'étais chez l'un ou chez l'autre, comprenez? Plus rien. Plus de Shabbat, plus d'enfants, plus rien. Pendant 1 an, madame. 1 an, j'ai vu personne. C'est-à-dire, on a tenu. Mais dans mon cœur à moi, j'avais une peine énorme en disant, c'est fini pour moi. Maintenant, j'ai 90 ans. Les croisières, c'est fini. Les sorties, c'est fini. Aller chez les enfants, ça va être dur, comment on va y aller? En plus, mon mari qui tombe malade. Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Pour que, arriver au moment où enfin, je vais revivre, et les croisières et tout, je retombe dans la guerre, si vous voulez. Dans la cave, dans la petite cave de votre enfance. Tout à fait. Je retombe dans ma cave, seule, sans voir les enfants, sans voir personne. Il y a quelque chose qui se passe. Il va se passer quelque chose où le monde entier va tomber vraiment en extase de voir ce qui arrive. C'est Mashiach qui va arriver. Là, il est en train de nous donner une leçon très dure, très forte, pour certains de nous. Mais moi, vu ce que j'ai vécu, pour moi, c'est rien. Mais maintenant, il faut que j'ai la force d'encourager les gens, de le supporter, ce corona. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, d'après vous? Qu'est-ce que c'est le message du corona, d'après vous? Qu'est-ce que c'est le message du corona? Le corona, c'est Qu'est-ce que ça vient nous dire? Pour moi, personnellement, pour vous. La guerre m'a donné beaucoup de leçons. Ok. Et maintenant, ce corona nous redonne encore une bonne leçon pour dire, attendez, c'est le moment. C'est le moment où le Mashiach va arriver. C'est le moment où tout va changer. Mais avant de changer, il faut souffrir. D'abord, même pour être belle, il faut souffrir. On le dit. Alors, avant que Mashiach arrive, il y a eu beaucoup de choses. Ça fait 2000 ans qu'on souffre. Nous les Juifs, et nous les Juifs, et nous les Juifs. Mais nous les Juifs, en ce moment, c'est le monde entier qui souffre. D'accord. Ce n'est pas que les Juifs. Mais nous les Juifs, on a quelque chose qui nous retient intérieurement. Parce qu'on sait, il y a quelque chose qui va nous arriver, un miracle. Et comme dans toute ma vie, j'ai eu des miracles, peut-être moi, avant de partir, peut-être que je verrai ce miracle. Admet Esrim. Mais si moi, je ne le vois pas, mes enfants, mes petits-enfants, ou mes arrière-petits-enfants, ils vont le voir. C'est une préparation. D'après ce que vous dites, c'est une préparation. Cette période du corona, c'est une préparation. C'est une préparation au miracle. À quelque chose. Comme ça, vous le sentez. Ah moi, je le sens. Et quand je sens quelque chose, c'est terrible. Vous êtes intuitive. Caroline, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. C'est passionnant. Il faudra qu'on fasse une deuxième... Avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes un puits Je voudrais vous raconter comment je suis venue en Israël. Pourquoi pour la prochaine fois, on fera un deuxième Blineder, on fera un deuxième épisode. J'ai fait l'armée en Israël, j'ai fait un volontariat civil. Oh là, c'est merveilleux, super. Et depuis ce volontariat civil, j'ai dit je veux rester en Israël. Et je suis restée. Heureusement, j'avais acheté un appartement, je suis restée. Pourquoi je suis en Israël? Et les enfants, je les ai abandonnés. J'ai dit, vous voulez rester en France, restez en France. En fait, tout le monde est venu derrière vous, tout le monde a suivi. L'un derrière l'autre. J'ai tous mes enfants ici. Tous mes petits-enfants. Parce que quand je parle à mes amis, ah oui, j'ai ma fille, elle est là-bas, j'ai mon fils, il est là-bas, j'ai dit non. Hachem, il a voulu que j'étais tous ici. Tous. Merveilleux. C'est pas une merveille? Merveilleux. Merveilleux. Que Dieu vous les garde, que Dieu vous garde en bonne santé jusqu'à 120 ans. Et on se donne rendez-vous pour le deuxième épisode. C'est passionnant. Torah Box Entre Femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales sniout
les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentés sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages, interviews sur le site torah-box.com/femme, l'application smartphone et sur WhatsApp. TorahBox entre femmes, un service unique pour nous, les femmes.